À la une ce soir, Kevin Dour à nouveau à la barre depuis ce matin. Le Martiniquais de 32 ans est jugé pour la deuxième fois pour trafic de drogue. Un procès sous haute surveillance qui se déroule à la Cour d'appel de Fort-de-France. La 6e édition de la Semaine nationale du diabète est relayée chez nous depuis hier. Plusieurs rendez-vous seront proposés jusqu'à lundi prochain. La présidente de l'Association des diabétiques de Martinique sera notre invitée pour nous présenter le programme. Autre campagne de sensibilisation, la ville du Saint-Esprit propose un programme de dératisation. Des appâts sont distribués gratuitement par les services techniques de la ville. Nous avons rencontré des agriculteurs directement impactés par les nuisibles. Enfin, la pièce de théâtre Public hors note publique sera jouée à partir de demain au théâtre Aimé Césaire. Une programmation qui va durer jusqu'à ce samedi. Nous avons assisté aux dernières répétitions aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un procès sous haute surveillance qui a commencé aujourd'hui à la Cour d'appel de Fort-de-France. Kevin Dour comparaît pour la deuxième fois devant les juges. Le Martiniquais de 32 ans avait été condamné en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue. Ses deux complices présumés sont également à ses côtés à la barre aujourd'hui. Retour sur cette première journée d'audience avec Alizé Lutran et Michelet François. Dans le box des accusés, on retrouve Kevin Dour, entouré de deux de ses complices présumés qui ont également fait appel. Les visages de ses coprévenus sont graves, fermés. On peut lire une certaine anxiété. Kevin Dour, lui, semble serein et détendu. Il rit parfois et esquisse régulièrement un sourire. Le juge procède d'abord longuement à la relecture des auditions et des déclarations du premier procès en septembre 2016. Les deux coprévenus sont ensuite entendus, les propos sont confus et les échanges sont houleux avec la Cour. Kevin Dour est défendu par ses deux avocats du barreau de Paris en charge de son dossier depuis son premier jugement. Il déplore aujourd'hui une certaine confusion autour des différentes affaires. Il n'est absolument pas jugé pour un trafic de cocaïne entre la métropole et les Antilles aujourd'hui. Il est jugé pour prétendument avoir tenté de faire récupérer un stock qui était resté aux Antilles au moment de son interpellation. Les principales zones d'ombre, c'est qu'aucun des accusateurs de Kevin Dour n'a été confronté à lui et on lui reproche également un certain nombre d'écoutes téléphoniques dont on ne connaît absolument pas les correspondants ou alors pour ceux que l'on connaît qu'on n'a pas jugé utile d'entendre. Condamnés en première instance à 6 et 10 ans de prison, les deux complices présumés de Kevin Dour sont aujourd'hui soupçonnés d'être des intermédiaires dans le vol et la dissimulation des stupéfiants. Depuis son premier jugement en 2013, Kevin Dour est incarcéré dans l'Hexagone. Placé en isolement, le baron présumé de la drogue change de centre pénitentiaire tous les 3 mois. Un traitement injustifié selon ses avocats. Monsieur Kevin Dour estime qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire. Si je n'avais pas confiance dans la justice, je changerais de métier. Et j'ai donc toujours espoir que nous soyons entendus, M. Kevin Dour et ses avocats, en estimant qu'il n'y a pas dans ce dossier d'éléments probants permettant d'être absolument certain de sa culpabilité. Pour ce procès sous haute surveillance, la sécurité a été renforcée à l'intérieur et aux abords de la cour d'appel. Une 50aine d'hommes est déployée pour éviter toute tentative d'évasion. Nous sommes coordonnés avec la gendarmerie qui assure la sécurisation du mis en cause. Et nous assurons la sécurisation de la cour d'appel avec des effectifs locaux de la compagnie départementale d'intervention. Ils sont positionnés à l'extérieur de la cour d'appel et à l'intérieur pour surveiller toutes les issues. Et nous avons également le renfort du groupe d'intervention de la police nationale anti-Guyane. Les avocats de la défense pointent du doigt une mise en scène qu'ils estiment exagérée. Tout ça fait monter la sauce et il est en tout cas dans la position du coupable avant que le procès commence. C'est bien ce que nous regrettions et ce sont bien les raisons pour lesquelles nous avons demandé à ce que ce procès et les autres procès le concernant soient dépaysés et ne soient pas jugés sur le ressort de la Cour d'appel de Fort-de-France. Kevin Dour encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ses avocats comptent plaider demain la relaxe. Une première journée d'audience passablement tendue. Le procès promet d'être riche en rebondissements. Il s'achèvera vendredi.
Et toujours au chapitre judiciaire, le chauffard qui a mortellement percuté un cycliste sur la RN5 lundi matin a été remis en liberté aujourd'hui, mais placé sous contrôle judiciaire. Déféré ce matin au palais de justice de Fort-de-France, il a été présenté à un juge d'instruction pour homicide et blessures involontaires, puisqu'il avait également blessé un autre cycliste, pour mise en danger de la vie d'autrui, pour délit de fuite et possible conduite sous l'emprise d'alcool, puisque les résultats des tests d'alcoolémie ne sont pas encore connus. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Nous poursuivons avec cet appel à témoins lancé par la gendarmerie de Martinique aujourd'hui. Madame Bourgeois, épouse Gaud-Girard, Finotte, âgée de 82 ans, n'a plus donné signe de vie depuis hier après-midi 16h30. L'alerte a été donnée par son infirmier qui ne l'a pas trouvée à son domicile comme d'habitude. Les gendarmes de la brigade de Saint-Joseph considèrent sa disparition comme inquiétante et lancent donc cet appel à témoins. Madame Gaud-Girard mesure 1,66 m, claire de peau, de type chabine. Elle a les cheveux courts, coiffé en chignon. Toute personne qui l'aurait aperçu ou serait susceptible de faire avancer l'enquête est priée de prendre contact avec la brigade territoriale autonome de Saint-Joseph au 05 96 57 33 37. Direction Paris maintenant, à J-4 avant le premier tour des élections législatives. L'heure est donc au dernier préparatif et rencontre avec les citoyens. Parmi les candidats des 31 circonscriptions de la capitale, quelques Antillais. Solène Boissé est partie à la rencontre de 3 d'entre eux. Regardez. On se rejoint à 18h30 au 140 après la diff et moi je vais avec les camarades distribuer les tracts. Dernier point d'organisation pour celle qu'on ne présente plus. Ancienne ministre des Outre-mer et conseillère à la mairie du 20e arrondissement de Paris. À 69 ans, Georges Paul-Angevin compte bien sur son expérience politique pour glaner un 3e mandat de députée. Elle n'a pas d'adversaire en marche pour cette élection, mais son parti n'a séduit que 14% des électeurs de sa circonscription au présidentiel. Aujourd'hui, il y a une image du Parti socialiste qui est très dégradée. Donc ça ne nous aide pas dans la campagne, ça c'est sûr. Et sur le terrain, la Pointoise fait face à une autre difficulté, la multiplication de ses adversaires. Pour cette élection, ils sont 21 à tracter sur les trottoirs, de quoi lasser les électeurs. Ça fait déjà 6 mois que les gens ont des tracts, donc ils commencent à être un peu fatigués. L'expérience, elle ne l'a pas, et c'est justement son argument. À seulement 28 ans, Somalia Barrow a une vie bien remplie, entrepreneur, styliste et femme politique. Pour sa première campagne, son QG, c'est l'appartement d'un des militants d'un mouvement de jeunes. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais cette foyalaise d'origine compte bien peser dans la balance face à 2 poids lourds de la politique. Le secrétaire général du PS et député sortant Jean-Christophe Cambadélis et Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. On essaie de promouvoir justement une forme plus démocratique de la politique, considérant que les partis ne devraient pas être les seuls détenteurs finalement de la décision politique. Le premier défi, c'est d'apprendre à se faire connaître sur le terrain, localement, en allant à la rencontre des gens, en faisant du tractage, en faisant du porte-à-porte. Et justement, c'est parti pour une séance de tractage à la rencontre des habitants du 19e. Avec sa petite équipe, elle interpelle les électeurs pour sensibiliser sur le rôle de député encore méconnu, mais surtout faire connaître son mouvement. Bonjour monsieur, je peux vous laisser une information pour les élections législatives. Je suis candidate dans le 19e avec un mouvement citoyen. À quelques kilomètres de là, ce n'est pas la même recette. Tous les ingrédients d'une bonne campagne sont réunis pour Babette de Rosière, un QG bien visible à Paris et une chef de groupe active et motivée. Aujourd'hui, on va distribuer les programmes. Pourtant, la célèbre chef cuisinier subit des menaces et des intimidations depuis plusieurs semaines. On a mal. Allez, cassez-vous. Ah, tu as vu? Je gêne, je fais peur. Pourquoi? Mais je sais pas. Parce que je suis sur le terrain, moi je lâche rien. Car cette circonscription est un fief historique de la gauche, mais elle ne se laisse pas déstabiliser et au contraire... C'est quelque chose qui nous renforce. Et ça nous donne plus de volonté pour aller sur le terrain. Le premier scrutin se déroulera le 11 juin prochain en Hexagone et le 10 aux Antilles et en Guyane. En Outre-mer, le nombre de participants a battu un record avec 345 candidats pour 27 sièges à l'Assemblée.
De retour en Martinique avec la 6e édition de la Semaine nationale du diabète qui est relayée chez nous depuis le 2 juin dernier. Plusieurs rendez-vous seront proposés jusqu'à lundi prochain pour sensibiliser la population sur cette maladie qui touche environ 24 000 personnes chez nous. Aujourd'hui, c'est à Saint-Joseph que des professionnels de santé ont pu faire une vaste opération de dépistage oral. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Alors vous allez me passer votre pied. Vous sentez? Oui, je ressens. Donc je vais vous l'appliquer sous le pied. Vous allez fermer les yeux et me dire exactement où j'applique le monofilament sous votre pied. Test de sensibilité pour Rosemary. Ce matin, elle est convoquée dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du diabète. Voilà 19 ans que la maladie lui a été diagnostiquée. Elle a dû apprendre à vivre avec. J'ai été faire une prise de sang et que le médecin m'a dit que je suis diabétique de type 2. Dès qu'on prend ces médicaments et puis un repas équilibré le soir, le midi, on se trouve assez bien avec le diabète. On peut s'organiser assez bien. Et même se permettre un petit écart de temps à autre. Ces jours-ci, je mange le mango. Ça augmente beaucoup. Je suis présente sur le stand pour faire le dépistage de la neuropathie diabétique. C'est la perte de sensibilité sous les pieds qui est due au diabète. Donc c'est un test qui est réalisé à l'aide d'un monofilament qui va être appliqué sur différentes zones du pied et qui va permettre de détecter si le patient a perdu ou pas de la sensibilité à cause du diabète. Donc aujourd'hui, on va essentiellement faire de la prévention, surtout pour la neuropathie diabétique, ce qui va permettre de prévenir les complications du pied diabétique, qui sont essentiellement les amputations. Pas de piqué systématique donc, mais un test oral joint à celui de la sensibilité, basé sur un système de points. Il évalue le risque encouru pour les 10 prochaines années. Sur place également, la Sécurité sociale profite de l'occasion pour présenter son dispositif national. La plateforme Sophia Diabète est conçue pour assurer un suivi pour les patients diabétiques. Les infirmières conseillères en santé vont discuter essentiellement des complications et donc les inciter à faire leurs examens de suivi, examens biologiques, sanguins, urinaires et puis tous les suivis nécessaires prescrits par le médecin traitant. En Martinique, on dénombre environ 29 000 diabétiques connus, soit une prévalence de 9,2%. Un chiffre qui diminue de moitié dans l'Hexagone. Le sport, l'hygiène alimentaire et le dépistage restent les meilleurs moyens de se prémunir contre la maladie. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette semaine de prévention, nous recevons ce soir la présidente de l'Association des diabétiques de Martinique, Aliette Ventura. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a dit dans le reportage, la Martinique est presque 2 fois plus impactée par le diabète que dans l'Hexagone. Alors, quand on sait que les industriels ont longtemps mis plus de sucre dans nos sodas, dans nos yarous, jusqu'à la loi Lurel, est-ce que ça veut dire que la génération avant cette loi Lurel est d'office plus susceptible d'avoir le diabète? Je dirais oui et non. Puisque c'est vrai que la population a le choix quand même en termes de consommation. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas dire à quelqu'un de ne pas acheter du soda, de ne pas manger de sucre, puisque c'est pertinemment que le sucre est néfaste pour la santé. Alors, hormis éviter le trop sucré, quels sont les atouts qu'on peut mettre de notre côté pour éviter d'avoir le diabète? Le diabète. Pour éviter le diabète, déjà la marche, privilégier la marche. Une bonne hygiène alimentaire, puisque pour être en bonne santé, ça passe par ça. L'hygiène alimentaire et l'activité physique régulière. Et quels sont les signes qui doivent alerter pour nous dire, attention, on peut faire du diabète? Le diabète, c'est une maladie silencieuse. Donc, ça ne fait pas souffrir, c'est vrai. On peut avoir des symptômes comme aller souvent, uriner souvent, la transpirer, c'est vrai, ce sont des signes, mais c'est plus en laboratoire, lors d'un examen sanguin, qu'on peut déceler effectivement la maladie. Mais à chaud comme ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, une personne, que vous êtes diabétique. Il faut vraiment, c'est après 3 examens, voilà. Parce qu'on entend quand on a souvent soif et tout ça, ça veut dire qu'on a peut-être le diabète. Oui, mais n'étant pas médecin, les gens le disent, mais moi, je préfère me réserver, puisque je sais, tout ce que je sais, c'est une maladie qui est silencieuse. C'est vrai, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais je reste quand même sur ma réserve pour dire que c'est une maladie silencieuse, ça ne fait pas mal, c'est bien au contraire. C'est souvent que c'est déjà un stade avancé que le patient sait qu'il est diabétique ou pas.
Alors, est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires? Est-ce que quand on a le papa ou la maman qui est concerné par le diabète? Tout à fait. Oui, l'hérédité, oui, il y a ça. Il y a aussi la sédentarité. Il y a aussi l'obésité aussi. Ce sont des facteurs à risque. Et puis, comme on sait tout au chacun, qu'en Martinique, c'est vrai que nous n'aimons pas tellement marcher. C'est vrai qu'on le répète jamais assez. Mais il y a trop de côtes aussi, c'est peut-être ça. C'est vrai, mais vous savez que c'est vrai marcher. Si on se dit que j'ai envie d'avoir une bonne santé, je me prends en charge. Mais c'est le rôle de l'association, accompagner les personnes qui sont déjà diabétiques et pendant notre semaine de prévention, faire cette prévention. Mieux bouger, comment manger, mieux manger. C'est vrai qu'on ne va jamais arrêter de le répéter, mais ça, c'est important pour la santé, surtout pour les personnes diabétiques. Alors, votre association est mise en lumière par cette semaine de prévention, mais vous avez quand même des actions tout au long de l'année. Quelles sont vos missions? Elle est mise en lumière, merci, mais nous existons depuis 1982. C'est une association qui a été créée par 3 médecins de la Martinique et des patients diabétiques. Cette année, ça fera la 6e année consécutive, qui est en métropole aussi, puisque nous sommes affédérés à la Fédération française des diabétiques de Paris, et l'information est à la Martinique. En partenaire avec les moyens qu'on a ici, nos partenaires locaux, on a mis en place cette semaine de prévention afin d'aller à proximité et de porter l'information et justement ne pas faire comme d'habitude, faire le test glycémique. Juste un petit questionnaire, ça veut dire évaluer vos risques. Ça permet effectivement à la personne c'est une prise de conscience, je dirais, puisque sur ce petit document, beaucoup d'informations sont portées, la personne peut lire ces informations et après s'orienter vers son médecin traitant. Et tout au long de l'année, vous accompagnez les diabétiques? Tout au long de l'année. Comment ça se passe? Tout au long de l'année, les personnes viennent d'elles-mêmes, ou sinon, les médecins nous envoient les patients. Et nous aussi, lorsque nous sommes en matinée de prévention, puisque c'est toute l'année de janvier à décembre, par rapport à tout ce que nous proposons, les personnes viennent d'elles-mêmes, elles s'inscrivent, et elles viennent à l'association, puisqu'il y a l'accompagnement, mais il y a l'atelier aussi, il y a la thérapie, et il y a aussi l'atelier de cuisine, il y a l'activité physique. Donc on apprend aux diabétiques à cuisiner autrement? Tout à fait. Parce que c'est voir aussi, et puis il y a aussi faire le patient accepter la maladie. C'est ça le plus compliqué, parce que souvent les patients n'acceptent pas la pathologie, et aussi, il y a aussi la peur du regard de l'autre, et la peur aussi de dire que je suis diabétique. D'accord. En plus, il n'y a pas d'âge pour être diabétique, malheureusement. Non, il n'y a pas d'âge. Alors, vous étiez aujourd'hui à Saint-Joseph. Quels sont les autres rendez-vous qui seront programmés, les temps forts déjà? Ce matin à Saint-Joseph, cet après-midi, nous étions au centre commercial de la Galéria, au Lamentin. Nous sommes dans une pharmacie à Saint-Joseph à 4-Croisés. Et le vendredi matin, nous sommes au Lamentin à Lomas, au Lamentin. Et comme la semaine étant courte, nous sommes dans des écoles de Fort-de-France aussi, puisque les formations aussi passent par là aussi pour les petits. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc, comment on fait pour vous trouver? Alors, l'association, je donne le numéro de téléphone, 0596 55 82 41. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Parlons maintenant d'une autre campagne de sensibilisation. Les rats sont des nuisibles très dangereux. La mairie du Saint-Esprit organise jusqu'au 16 juin prochain un programme de dératisation. Des appâts sont distribués gratuitement par les services techniques de la ville. C'est un reportage d'Alvin Courcy. J'ai entendu dire qu'on fait la distribution d'appâts, donc je suis venu pour chercher. Luc est exploitant agricole et pour sauver ses cultures, il s'est empressé de venir chercher le raticide fourni au service technique du Saint-Esprit. Il y a toujours des rats, il n'y a pas question de plus, de moins, il y a toujours des rats donc, et ça se multiplie très vite. Et avec toutes les maladies qu'ils peuvent causer à l'homme et aussi au champ, donc il faut dératiser. Chaque professionnel ou particulier peut recevoir environ 1 kg d'appât. Avec un budget de 2 500 € cette année, c'est plus de 500 kilos qui peuvent être distribués gratuitement. Un avantage certain pour les administrés, à condition de savoir utiliser le raticide correctement. Les rats, ils ont l'habitude de ces produits, donc il faut qu'ils puissent consommer ces produits en toute tranquillité. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas les mettre dans un terrain où ils sont vus de tous. Donc il faut les dissimuler dans des zones où ils sont tranquilles pour manger. Si vous avez un tuyau en PVC, vous pouvez dissimuler dedans. Si vous connaissez un peu le lieu de passage, vous mettez sur toute cette zone. Mais il ne faut pas laisser en évidence pour que les autres bêtes puissent consommer.
Vecteurs de maladies potentiellement mortelles pour l'homme comme la leptospirose ou l'angiostronogylose, les rats sont particulièrement difficiles à éradiquer. Il faut savoir qu'une rate peut mettre au monde 55 petits par an, que chaque petit est à maturation sexuelle au bout de 3 mois et que la gestation n'est que de 24 jours. Il peut y avoir 5 portées de 7 petits par an. Et si les appâts sont le meilleur moyen de diminuer le nombre de rats chez soi, il existe d'autres solutions pour limiter les risques. Il faut éviter les encombrants autour de chez soi, les vieilles voitures, les vieux pneus, les tas d'herbes, parce que les nuisibles s'y cachent. Il faut éviter aussi de laisser traîner de la nourriture dans les poubelles ouvertes, etc. Cette première campagne de dératisation se termine le 16 juin. Une deuxième sera organisée en novembre prochain. Le RSMA et le McDonald's de Martinique sont désormais partenaires. Ils ont signé une convention ce matin pour permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de pouvoir être embauchés dans les restaurants de l'enseigne après avoir effectué une année de formation militaire. Une première sélection de volontaires a participé à un job dating et les 10 meilleurs d'entre eux seront embauchés. Voyez les réactions recueillies par Alvin Corsi. McDonald's et le RSMA, nous nous en sommes rendus compte, développent un état d'esprit commun, fait d'ambition, fait de possibilités de progression pour les jeunes. Quelqu'un qui va rentrer chez McDonald's, comme au RSMA, peut rapidement gravir les échelons en prenant cet ascenseur social. Et enfin, la troisième raison, c'est que McDonald's, comme le RSMA, est au service de la jeunesse martiniquaise. Et nous pensons, à travers cette convention, que nous allons pouvoir offrir un avenir à nos jeunes martiniquais. Aujourd'hui, ça va commencer avec ce qu'on appelle un job dating avec 10 jeunes qui ont été sélectionnés au RSMA, qui vont venir rencontrer nos services des ressources humaines, qui vont passer des entretiens. Et effectivement, nous, on recherche des gens avec des valeurs fortes, orientées sur la performance, la volonté, l'esprit d'équipe et tout ce qui font les bons ingrédients d'une bonne équipe chez McDonald's, diversifiée, qui travaille ensemble avec une vraie solidarité dans le travail. Et c'est ça finalement les critères que l'on recherche nous chez nos jeunes. Vu que j'étais déjà en restauration, service rapide c'est une formation que j'ai effectuée dans un restaurant François. Ça m'a plu, c'est sûr que c'est dynamique, ça demande beaucoup d'énergie, mais le fait de savoir que le client est satisfait et qu'il reprend le sourire grâce à nous, c'est un plaisir. Et après, si j'ai la chance de pouvoir monter les échelons, ça serait bien. Là, je rentre en tant qu'employé, excusez-moi. Et après, si j'ai l'occasion et l'opportunité de monter les élections, ça serait très bien. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où des collégiens et des élèves de primaire ont marché pour leur santé. Il s'agissait de la suite du programme santé enclenché dans leur établissement cette année. Et puis en rapport avec la maire, Hubert Bornil nous parlera de l'exposition Fragments à l'espace muséographique Bernard David au Diamant. Il s'agit de peinture et de sculpture avec des éléments marins. Mais avant, place tout de suite à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane. Des collégiens et des élèves en école primaire ont achevé ce matin leur programme santé qui leur est proposé depuis cette année scolaire par une grande marche. Il s'agit d'un projet pour apprendre à bien manger aux bonnes heures et à pratiquer plus d'activités sportives. Charlotte Fleury a chaussé ses baskets pour suivre la marche de Matoury ce matin. Regardez. 3, 2, top départ. Les élèves de 6e du collège La Canopée à Matoury sont lancés pour plus de 4 km, soit plus de 1 heure de marche pour faire le tour de la ville. En chemin, les collégiens seront rejoints par une classe de CM2 de la Barbadine. Cette marche est l'aboutissement de 6 mois de travail des élèves sur la chrononutrition. Un peu plus loin de la rentrée, on nous a proposé de faire de la chrononutrition, notre professeur principal, et nous on a accepté. En fait, la chrononutrition, ça nous permet de se sentir bien dans notre corps. Très intéressant, ça nous apprend de manger de tout, mais au bon moment, chrononutrition. On va faire partager notre projet au CM2 et ils vont venir marcher avec nous. On va faire le tour de Matoury. C'est la 2e édition de ce projet de chrononutrition, lancé par l'une des infirmières du collège, chrono-experte en nutrition. Le travail a été fait sur la nutrition, donc pendant 6 mois, les élèves ont appris à se nourrir correctement, à équilibrer leur alimentation et à penser à la prévention des maladies métaboliques qu'on retrouve le plus souvent en Guyane, l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Ils ont eu à concrétiser cet apprentissage par un petit déjeuner qu'ils ont concocté et réalisé eux-mêmes.
accompagné d'une matinée sportive. Et aujourd'hui, en fait, les deux établissements vont se rejoindre pour une marche salutaire, juste pour dire en fait qu'on est d'accord qu'il faut améliorer son alimentation et qu'il faut toujours être en activité pour éviter les problèmes de santé du type obésité, maladies cardiovasculaires et diabète, cholestérol et autres. Donc c'est surtout dans ce but-là. Ils sont sensibilisés et ils savent qu'en allant faire les courses, il faut choisir les bons éléments et améliorer en tout cas ce qu'il y a dans leur assiette. Ce projet qui met en avant la chrononutrition et l'activité physique devrait être renouvelé chaque année. C'est lancé, ça doit être une habitude, voilà, ça doit être un rendez-vous chaque année pour le collège et les écoles d'apprendre à se nourrir correctement et puis mettre en avant l'activité physique. C'est très important pour ces élèves puisque vous savez bien qu'au niveau culturel, beaucoup d'élèves arrivent le matin au collège sans avoir mangé, sans avoir pris un petit déjeuner et le peu d'élèves qui prennent un petit déjeuner, c'est un déjeuner pas équilibré. Et un élève qui n'a pas mangé le matin ne peut pas travailler dans l'établissement jusqu'à de 7h30 jusqu'à 12h30. Après cette marche, place à une séance de jeux sportifs pour ces élèves, suivie d'un déjeuner chrononutrition. De retour en Martinique et place à la culture publique en note publique. C'est l'histoire du théâtre et de ses différentes évolutions qui est mise en scène. Le public s'est adapté au fil des années en allant par exemple voir des pièces de nuit à l'arrivée des éclairages. La troupe Esquisse, qui a déjà plus de 300 représentations à son actif, sera présente demain, vendredi et samedi au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Voyez un extrait de ce qui vous attend. Les atellans étaient joués masqués, un peu comme dans la comédie italienne. Et les personnages étaient censés représenter des types de la société. Prenons par exemple Papus. Papus, lui, c'est le vieillard avare et libidineux. Ancêtre possible du pantalon vénitien. Touriste, touriste, viens. Personnage volé, trompé, cocufié. Quoi? Cocufié. Ça intéresse quelqu'un? Oui, moi. Ouais. Pourquoi? Parce que ça me changera. On fait un sacré voyage dans Public hors note public, vu qu'on a la prétention d'expliquer aux spectateurs qui vont venir au théâtre Aimé Césaire jeudi, vendredi et samedi, quand eux, spectateurs, ils sont nés, quelles ont été les grandes évolutions, les grands changements de leur rôle de spectateur dans l'histoire du théâtre, des origines jusqu'à nos jours. Autre personnage, Macus. Alors Macus, voyons comment dire, lui c'est le niais, l'idiot, le rustre, paysan goulu, ivrogne, il est des nôtres, volé, trompé, cocufié. Lui aussi? Eh oui. Nico, c'est pour toi. Quoi? C'est pour toi. Ça veut dire quoi, goulu? Affamé. On parle du public, forcément, c'est une manière aussi de les remercier, de leur dire, ben voilà, maintenant on vous offre ce spectacle parce qu'on va parler de vous. Et vous êtes quand même, sans vous, on ne peut rien faire dans ce métier. Donc nous, le théâtre c'est important, mais le public c'est encore plus important. Autre personnage, Bouco. Bouco, lui, c'est le gros joufflu. Gros joufflu. Et c'est le moment du coup de projecteur sur ce qui se passe dans vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au diamant et qui vous emmène dans l'univers de la mer. L'exposition Fragments de Maryse Bolnet est à découvrir à l'espace muséographique Bernard David. Il s'agit de peintures et de sculptures avec des éléments marins qu'Hubert Bornil et Loïc Régis vous font découvrir. Regardez. On est en plein dans le milieu marin avec Vent d'Envoile, ce tableau qu'on voit juste là. La mer toujours est représentée. Et puis dans cette expo, deux femmes se sont réunies véritablement pour rendre un hommage à la nature. Voyons ces rostres de poissons, ce qu'on appelle chez nous le bec-mai. Elles sont deux à exposer leurs œuvres au musée Bernard David. D'abord Maryse Bolnet à l'initiative de cette aventure artistique intitulée Fragments. Son invité présente des rostres de poissons. J'ai pendant des années ramassé des fortunes de mer, des choses prises dans la terre, sur les plages, sur les rivières. Fragments parce que des morceaux recollés pour créer de nouvelles œuvres. Fragments parce que ce sont des tout petits morceaux, des morceaux plus importants qui sont remis ensemble, donc pour former des œuvres différentes.
Maryse Bolnet profite pleinement de son temps libre après quelques années passées dans l'éducation nationale. Ses passions, le ballet et surtout la peinture. Il faut laisser aux gens leur imaginaire et la lecture du tableau. Son inspiration lui vient de l'Afrique, du Burkina Faso précisément, où elle aura séjourné quelque temps. Le désert, les femmes nomades ou encore les lumières qu'elle découvre à Ouagadougou. Pendant plus de 25 ans, j'ai fait de l'ikebana. La pratique de cet art m'a donné un autre regard sur les formes, la nature, les choses, les associations également d'éléments secs et d'éléments vivants. Enfin, Lily entretient, elle, une relation assez particulière avec le milieu marin. Mais pourquoi les rostres de poissons? J'habite en bordure de mer à Foucapo. Donc je suis dans un village de pêcheurs. Tout m'inspire, je dirais. Et en hommage aux petits pêcheurs de Bellefontaine que j'ai connus petits qui me les donnent parce que normalement c'est une arme blanche, ils doivent les jeter à la mer. Magnifique exposition de Lily Sainte-Rose-Méril et Maryse Bolnet. Ça se passe, ne l'oubliez pas, à l'espace muséographique du Diamant. Et puis vendredi, ça sera le décrochage. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Place d'Armes à proximité du magasin Bois et Nature au Lamentin. Se trouvera un camion de l'EFS et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition demain de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Chef Pays. À tout de suite.